Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le livre de la jungle de Rudyard Kipling avec la seconde nouvelle de ce recueil de nouvelles, La chasse de Kaa. Si vous voulez entendre la première nouvelle du livre de la jungle, on l'a lu la dernière fois en live et elle s'appelle Les Frères de Mowgli. Je vous invite à zioter un petit peu la chaîne pour la retrouver, elle est en rediffusion disponible. Car oui, je vous le dis d'ores et déjà, si vous me regardez sur YouTube, cette vidéo est une rediffusion d'un live qui a eu lieu tout d'abord sur Twitch. Donc forcément je vais parler avec les gens, je vais interagir avec les viewers, et je comprends que certaines personnes n'ont pas forcément envie d'entendre tout ce blabla. Donc si vraiment vous voulez vous focaliser sur la lecture et n'aller directement qu'à la lecture, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo où vous trouverez des timecodes à votre disposition pour aller tout simplement de passage en passage de lecture en passant l'introduction et les pauses. Voilà pour le petit disclaimer, et nous allons pouvoir commencer ce live comme d'habitude. J'ai mes cheveux qui font n'importe quoi comme les scientifiques dans le sketch sur la physique quantique d'Alexandre Astier, qui rabattent leurs cheveux tous d'un côté. Enfin bon bref. Et donc oui, ce soir on va pouvoir commencer comme d'habitude avec une petite intro de 10-15 minutes, le temps que les gens intéressés par le live puissent arriver à temps pour le début de la lecture tout simplement. Durant cette introduction, comme d'habitude, je vais un peu vous raconter ma life, venir parler avec vous dans le chat, et puis vous parler un peu de divers projets qui pourraient influencer ou non les lives. D'ailleurs, ça dépend des fois. C'est un peu du blablatage, voilà, on va se poser tranquillou, on va se calmer, on va prendre notre souffle et on va se détendre avant d'entamer la nouvelle lecture de ce soir. Et d'ailleurs, ce soir c'est vraiment la jungle, parce que je suis en train de cuire sous une chaleur harassante de... il me semble 30 degrés là, et j'ai eu quasiment 32 degrés toute la journée. Donc là je vous avoue que je n'en puis plus. Je suis en liquéfaction, je suis dans les conditions exactes du livre de la jungle. J'ai une chaleur insoutenable, j'ai des insectes à ne plus savoir qu'en fiche tout autour de moi. Ça va être des conditions extrêmes pour faire un live. Déjà la dernière fois sur donc la première nouvelle qui est Les Frères de Mowgli, j'avais eu vraiment très chaud et j'avais eu du coup du mal à faire la lecture. Enfin, en fait, à la fin du live, j'étais exténué quoi. J'avais mal à la tête et tout et j'avais trop chaud. Parce que tout simplement se concentrer, se focus sur quelque chose pendant 1 h 30 lorsqu'il fait des chaleurs pareilles, c'est assez compliqué. Donc je vais essayer d'assurer la lecture de ce soir. La nouvelle de ce soir est plus longue que celle qu'on avait fait la dernière fois. Celle qu'on avait fait la dernière fois avait duré 1 h 20, grosso modo. Là, je pense qu'on en aura pour 1 h 30, 1 h 45 peut-être. Nous verrons bien, ça dépend aussi de combien de temps je parle pendant les pauses et à quel point je suis bavard avec vous. Mais tout d'abord, merci Princess Claw pour ton host. Je me demande si tu n'hostes pas de manière automatique, parce que j'ai l'impression que tu hostes quasiment à chaque début de live, Princess Claw. Donc en tout cas, merci beaucoup pour tes hosts, ça fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. Et bonsoir Chassoad, ça fait longtemps qu'on ne t'avait croisé par ici. Ça fait extrêmement plaisir de te revoir parmi nous. Félicitations encore pour tes examens que tu as réussi avec brio. Je suis très fier de toi, bravo, bravo. Tout le monde l'applaudit. Ouais, bravo, bravo. Et du coup, il faut pas que je fasse le con comme je viens de le faire, parce que ça me donne très chaud. C'est-à-dire que je ne peux pas bouger, je ne peux pas faire de mouvements brusques, je ne peux pas m'exciter et devenir tout fou, sinon je vais vraiment décéder de chaleur. Pour vous dire à quel point j'en suis amené, il y a de cela 2 jours, je chantais à tue-tête en écoutant de la musique, comme cela m'arrive fréquemment. Et ça m'est déjà arrivé de chanter tellement à bout que j'en ai des vertiges. Mais c'est plutôt plaisant et ça fait genre ouais, une espèce de transe musicale. Enfin, j'adore ce moment où je suis à la limite et tout. Et je trouve ça trop stylé et je sais pas, c'est hyper addictif comme sensation. Par contre, là il y a 2 jours, il faisait tellement chaud que j'ai failli m'évanouir. Donc c'est-à-dire que j'étais en train de faire ma vaisselle en même temps que je chantais.
Et d'un seul coup, mon cerveau a déconnecté, enfin, comment dire, en fait, dans mon cerveau, j'avais la pensée fluide, donc j'avais ma pensée qui me disait, oula, tu te sens pas bien, oula, tu vas tomber dans les pommes, oula, il faudrait que tu mettes tes mains sur le plan de travail pour te retenir. Sauf qu'en même temps, je regardais mes mains, et mes mains, elles étaient au ralenti. Et genre, le mouvement était tout lent, et j'avais trop du mal à faire ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, ah oui, là on atteint quand même des pics de chaleur assez incroyables. Donc écoutez, si ça continue comme ça durant tout l'été, je crois que les lives vont être très compliqués. On a la chance pour quelque temps d'être tombé sur le livre de la jungle, qui se trouve être des nouvelles. Et du coup je pense faire bien ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire une nouvelle par soir. Je pense que ce sera le plus facile en termes de découpe, en termes de format. Mais du coup voilà, on a la chance que ça fera des lives plutôt courts et que je ne doive pas tenir 3 heures avec ces températures caniculaires. Mais ouais, ça va être de l'exercice, ça va être très compliqué. Mais on va le faire jusqu'au bout, on va y arriver. Le chaman, Chassoad. Exactement, exactement, le chaman, c'est moi. Et du coup, vu que tu parles de chaman, et puis bah, vu que t'es là, forcément ça m'y fait penser, je vais pouvoir vous parler un peu dans cette introduction d'un de mes projets dont je vous ai déjà pas mal parlé, qui est un jeu de société qui se nomme Mission Secrète. Et on a commencé à le développer, bah, ça va faire un an pile, bientôt je crois, puisque c'était lors de l'été passé, où on s'était dit, avec Chassoad, ah bah ce serait cool de faire un petit projet pas trop long à développer sur les vacances, sur le temps des vacances. Bon, au final ça fait un an. C'est peut-être un peu plus long que ce qu'on avait prévu. Après, vous savez, j'ai l'habitude de faire des projets tentaculaires et du coup, bah, c'est vrai que j'ai étendu la chose assez loin et que maintenant, bah, comme je vous en ai déjà parlé, il y a 2 extensions possibles au jeu de base. Donc forcément, voilà, ça a pris un peu d'ampleur et c'est long et dur à mettre en place aussi parce que voilà, on est tout à fait débutant, tout à fait inexpérimenté et je pense qu'on veut faire les choses bien. Enfin, moi, je pense en tout cas que j'ai à peu près ce défaut avec des gros guillemets. Enfin, je sais pas trop d'ailleurs si je suis perfectionniste, parce que d'un côté j'aime bien que les choses soient bien faites, et d'un côté j'ai un peu un côté... j'aime pas me mettre trop à fond sur quelque chose, et du coup quand ça m'énerve, j'arrête, et je n'y retourne plus jamais. Enfin, bon, donc je sais pas trop. Et bonsoir Industrias, bienvenue dans ce live Indus. Comment vas-tu? Mais du coup voilà, Mission Secrète, qui est toujours en développement. Comme je le disais hier à Chassoad, je pense que maintenant on en est à entre 20 et 30 parties test, je dirais. Peut-être même plus en vrai. Enfin bon, en tout cas, on commence à en avoir un certain nombre. Et la chose qui est réconfortante et qui fait me sentir de plus en plus serein là-dessus, c'est que lors des premières parties, c'était limite, on faisait une partie test et on se rendait compte qu'il y avait 5 erreurs et que du coup il fallait faire 5 changements au jeu pour la prochaine partie test, en espérant que ça aille mieux. Donc ça c'était, on va dire, je donne pas des chiffres exacts, hein, mais disons que c'est un ratio plausible de ce qui arrivait lors des premières parties test. Puis au fur et à mesure ça s'est égrené petit à petit, c'est devenu de plus en plus fluide, de plus en plus abouti. Et aujourd'hui, disons que je pense, depuis une quinzaine de parties, que on a peut-être une erreur, ou même pas forcément une erreur, mais une remarque toutes les 5 parties. Peut-être une fois toutes les 5 parties où on se dit, est-ce que ça n'irait pas? Est-ce que ça faudrait le changer? Et encore, ça, comme je le dis, c'est des peut-être et on n'est pas sûr de le changer parce que des fois je trouve tout simplement que ça rentre bien dans la méta ou que c'est juste cette partie qui a été un coup de chance extrême ou ce genre de choses. En fait, c'est pas des mécaniques qui se répètent sur toutes les parties. Du coup, c'est pas des mécaniques qui handicapent le jeu, quoi. Bonsoir Azrog, bienvenue. Bon, ça fait plaisir cette rangée de cœur, Azrog. Comment vas-tu, l'ami? Et du coup, Industrias qui commente intervention plus torche égale OP, parce que Industrias est un des bêta-testeurs, entre guillemets, de ce jeu. Et donc, il y a une carte intervention et une carte torche qui existe dans Mission Secrète. Et Industrias a utilisé ce combo maintes et maintes fois et l'a trouvé un petit peu fort. Je pense qu'il n'est pas si fort que ça. Enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que ça vous parlera pas de toute manière, mais je pense qu'il est pas si fort que ça dans certaines conditions de jeu et qu'il est fort dans des cas très spécifiques. Mais c'est vrai que j'ai rencontré le même problème hier en faisant une partie test à nouveau. Donc je pense qu'en fait c'est vraiment
inhérent aux parties à 2 joueurs que ce problème se pose. Donc je vais peut-être juste rajouter une règle spéciale, une règle spécifique pour les parties à 2 joueurs. Et après, dès qu'on est à 3 joueurs, je pense que ça commence à se débloquer. D'ailleurs, très bientôt, normalement la semaine prochaine, je vais pouvoir faire un test à 3 joueurs et un maître du jeu. Un test que je fais relativement rarement, puisque c'est difficile de ramener des gens et de leur dire... de les chauffer à se dire allez, vous allez tester un jeu qui est pas fini, etc., qui est fait de briques et de broc, parce que clairement c'est des cartons avec des papiers collés dessus, etc. Enfin bon bref. Donc c'est pas très fini, et c'est difficile de trouver des gens avec qui jouer. Déjà dans mon entourage, je connais pas tant de gens vraiment fans de jeux de société, on va dire. Donc je dis pas que les règles sont compliquées, je pense que ça se prend assez facilement. Mais c'est sûr que c'est pas non plus les règles du Uno, quoi. Donc bon. Voilou. Il va y avoir des tests encore plus amples dans les temps à venir. Et puis là, j'espère, comme je vous le disais la dernière fois, m'y remettre bien à fond lors de ces vacances. J'aimerais bien commencer peut-être à à envisager comment pourrait se passer éventuellement l'impression du jeu, etc., etc. Et peut-être me renseigner sur le côté un peu plus propre et professionnel de l'objet que j'aimerais fournir. Et du coup, merci à Zrock de le demander, je vais très bien également. Je vais même plutôt très très bien ces temps-ci. Je suis ragaillardi, je suis plutôt joyeux. Et ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Donc du coup, je suis en train de calculer. On arrive à une douzaine de minutes d'introduction et j'ai pas forcément grand chose à vous dire de plus, pardon. Je peux vous dire également que hier j'ai masterisé un jeu de rôle, pareil avec cette chaleur, et je n'en pouvais plus, mais c'est un truc de fou. Par contre, j'ai eu des gros ennuis de mastering, j'ai l'impression. Alors mes joueurs étaient contents de la soirée et ont trouvé ça génial, etc. Donc j'ai pas à me plaindre. Mais moi personnellement, j'ai eu l'impression de devoir énormément improviser et de ne pas avoir prévu des situations qui étaient évidentes entre guillemets et d'avoir beaucoup de mal à m'en dépêtrer. Donc hier j'étais un peu déçu, j'avais l'impression de mal à avoir masterisé, etc. Au final mes joueurs ont beaucoup apprécié, donc tant mieux. Par contre la chose rigolote c'est que mes joueurs n'ont fait que la partie 1 d'un scénario que j'avais conçu en 3 parties et qui était censé être fait pour une soirée. Donc, c'est pas du tout... Enfin, ils ont beaucoup divagué, disons. Après, c'est les joies du JDR, hein. Il y a toujours des tonnes d'imprévus qui rallongent les parties à l'infini. Mais du coup, tant mieux. Moi, ça me fait du contenu pour les semaines à venir. Mais c'est vrai que plus je joue maître du jeu, plus je crée des univers, parce que moi, c'est ça qui me fait vraiment marrer dans un... Quoique dans un jeu de rôle, en vrai... Il y a tellement tous les éléments qui sont marrants. Enfin bon bref, en tout cas j'aime bien créer des univers, que ce soit par le jeu de rôle, par les nouvelles, par la poésie, par quoi que ce soit. Et du coup, plus ça vient, plus l'exercice me plaît, et plus je me dis, ah j'aimerais vraiment bien faire un jeu de rôle, mais un jeu de rôle, comme je vous le disais la dernière fois aussi je crois, un peu plus pro quoi. C'est-à-dire peut-être pas le publier avec un bouquin publié, mais peut-être faire un site internet où il y aurait... un système de jeu, etc. À disposition, avec des scénarios à disposition. Enfin, faudrait que je me motive, j'avais déjà eu cette envie à l'époque, il y a 2 ans je crois, il y a même plus que ça, 3-4 ans peut-être maintenant. Ce sont des choses qui m'intéressent, peut-être un jour. Je vais aller projet par projet, parce que c'est vrai que je pars un peu dans tous les sens. Et d'ailleurs, encore un autre projet dont je vous ai déjà parlé, un autre jeu de société qui s'appellerait La Nuit des Monstres, sur lequel je suis bien en train de bosser. Et enfin là, ça faisait quelques temps que je l'avais mis en pause, mais je pense que justement, je vais saisir l'occasion des vacances pour bien rebosser dessus et faire des premières parties test, parce que là, pour le coup, le jeu n'est pas encore suffisamment abouti pour pouvoir faire des parties test. Donc je compte finir ça très bientôt et essayer également ce jeu. Puis enfin voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Déjà là, après cette intro, je meurs de chaud, donc ça va être vraiment un festival ce soir, ça va être excellent. Je vous invite à vous installer, à vous rafraîchir avec des bonnes boissons, à prendre à manger, à vous détendre, et on va bientôt se lancer dans la lecture, très très bientôt même. Santé! Et ce soir, nous allons donc lire la seconde nouvelle du livre de la jungle. Cette nouvelle se nomme La chasse de Kaa. Alors si je dis pas de bêtises, comme je disais, moi le livre de la jungle, je crois ne l'avoir jamais vu en entier. Mais si je ne dis pas de bêtises, de souvenir,
K, c'est le boa ou le serpent, je sais pas. Je ne sais pas quelle race de serpent c'est, entre guillemets. Enfin, quelle espèce. Enfin, bon, bref. Mais, donc, du coup, voilà, je ne sais pas. Mais, il me semble que c'est ça. Et j'ai un peu zioté, j'ai un peu passé quelques pages de ci, de là. Et je pense que ça va être une bonne lecture ce soir. J'ai pas envie de m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui me plaisent bien dans cette nouvelle. Notamment, j'ai vu qu'il y avait Bagheera. Et Bagheera, ça a été un peu la révélation lors du live de la dernière fois. C'est-à-dire que Bagheera me faisait pas du tout rêver avec les images que j'avais pu voir du Disney. Par contre, dans le bouquin, je l'ai trouvé génialissime. Et d'ailleurs, Bagheera, je lui ai fait entre guillemets une voix plutôt féminine. Enfin, en tout cas, à mon goût, je la vois plus comme une femme. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais bon, bref. J'ai fait plutôt une voix féminine, etc. Et c'est vrai que dans le Disney, c'est un homme, mais finalement, il me semble pas que ce soit précisé si c'était un mâle ou une femelle dans le bouquin. Alors peut-être me trompe-je, mais je crois que c'est pas précisé. Enfin bon, bref, toujours est-il que j'ai beaucoup aimé Bagheera. J'ai beaucoup aimé Akela aussi. Akela. Enfin bon. En fait, en vérité, je vous le dis, je suis tombé assez amoureux de l'histoire qu'on avait eue la dernière fois. Je trouve qu'elle a vachement de charme et j'attends de voir vraiment quelles vont être les nouvelles suivantes. Je m'attendais vraiment pas à apprécier ça, comme je vous le disais l'autre fois. C'était pas le texte que j'avais le plus hâte de découvrir, tout simplement parce que le Disney ne me parle pas, ne m'a jamais attiré. Tous les films, etc., qui ont pu être faits par rapport au livre de la jungle ne m'ont jamais vraiment tenté. Pour les trucs qui se passent dans la jungle, j'étais plutôt Team Tarzan, quoi. Je préférais Tarzan. Et là, je sais pas, j'ai été plutôt happé, donc comme quoi c'est vraiment cool de découvrir les œuvres originales qui ont inspiré limite ces légendes populaires, quoi. Parce que on peut avoir des bonnes surprises, et là j'ai vraiment une bonne surprise. Je suis vraiment assez fan du style de Rudyard Kipling et de cette œuvre. Donc, pour le moment, c'est plutôt bien parti pour qu'on achète également le second, enfin pour que j'achète le second recueil de Rudyard Kipling, à savoir le second livre de la jungle, ce qui nous permettra d'avoir l'histoire complète entre guillemets. Sur ce, je vais arrêter de dialoguer et on va être parti pour une phase de lecture de... Je dirais peut-être 25-30 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Et du coup, je vous reprends à la fin de cette lecture dans le chat pour une petite pause. Ensuite, on partira pour la seconde partie de cette nouvelle. Et on terminera sur une outro. Donc ouais, je pense qu'on fera qu'une seule pause ce soir parce que voilà, justement, c'est des nouvelles, donc relativement courtes. J'ai essayé de regarder un petit peu en amont où est-ce que j'allais faire la pause et je pense... J'ai pas lu pour pas me spoil, mais je pense avoir à peu près trouvé un endroit où la pause était legit et laissé un petit cliffhanger entre guillemets. Donc voilà, j'ai essayé d'aménager ça, on verra tout à l'heure si c'est bien tombé, j'espère. Je vous souhaite à tous la santé. Et cette fois-ci, nous sommes partis pour la lecture. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Chassoad, bonne écoute Industrias, bonne écoute Asrog, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. La chasse de Kaa. Ses taches sont l'orgueil du léopard, ses cornes du buffle sont l'honneur. Sois net, car à l'éclat de la robe, on connaît la force du chasseur. Que le sambour ait la corne aiguë et le taureau les muscles puissants, ne prends pas le soin de nous l'apprendre, on savait cela depuis 10 ans. Ne moleste jamais les petits d'autrui, mais nomme les sœurs et frères. Sans doute ils sont faibles et balourds, mais peut-être que l'ours est leur mère. La jeunesse dit « Qui donc me vaut ?» en l'orgueil de son premier gibier. Mais la jungle est grande et le jeune est petit. Il doit se taire et méditer. Maxime de Balou. Tout ce que nous allons dire ici arriva quelque temps avant que Mowgli eût été banni du clan des loups de Sioni, où se fut vengé de Shere Khan le tigre. En ces jours-là, Balou lui enseignait la loi de la jungle. Le grand ours brun, vieux et grave, se réjouissait d'un élève à l'intelligence si prompte. Car les jeunes loups ne veulent apprendre de la loi de la jungle que ce qui concerne leur clan et leur tribu, et décampent dès qu'ils peuvent répéter le refrain de chasse. Pieds qui ne font pas de bruit, yeux qui voient dans l'ombre, oreilles tendues au vent, du fond des cavernes et dents blanches pour mordre,
qui porte ces signes est de nos frères, sauf Tabaki, le chacal, et l'hyène, que nous haïssons. Mais Mowgli, comme petit homme, en dut apprendre bien plus long. Quelquefois, Bagheera, la panthère noire, venait en flânant au travers de la jungle, voir ce que devenait son favori, et restait à ronronner, la tête contre un arbre, pendant que Mowgli récitait à Baloo la leçon du jour. L'enfant savait grimper presque aussi bien qu'il savait nager, et nager presque aussi bien qu'il savait courir. Aussi Baloo, le docteur de la loi, lui apprenait-il les lois des bois et des eaux. À distinguer une branche pourrie d'une branche saine, à parler poliment aux abeilles sauvages quand ils rencontraient par surprise un de leurs essaims à 50 pieds au-dessus du sol, les paroles à dire à Mang, la chauve-souris, quand il la dérangeait dans les branches au milieu du jour, et la façon d'avertir les serpents d'eau dans les mares avant de plonger au milieu d'eux. Dans la jungle, personne n'aime à être dérangé, et on y est toujours prêt à se jeter sur l'intrus. En outre, Mowgli apprit également le cri de chasse de l'étranger, qu'un habitant de la jungle, toutes les fois qu'il chasse hors de son terrain, doit répéter à voix haute jusqu'à ce qu'il ait reçu réponse. Traduit, il signifie « Donnez-moi liberté de chasser ici, j'ai faim ». La réponse est « Chasse donc pour ta faim, mais non pour ton plaisir ». Tout cela vous donnera une idée de ce qu'il fallait à Mowgli apprendre par cœur, et il se fatiguait beaucoup d'avoir à répéter 100 fois la même chose. Mais comme Baloo le disait à Bagheera, un jour que Mowgli avait reçu la correction d'un coup de patte et s'en était allé bouder. Un petit homme est un petit homme, et il doit apprendre toute... Tu entends bien, toute la loi de la jungle. Oui, mais pense combien il est petit, dit la panthère noire, qui aurait gâté Mowgli si elle avait fait à sa guise. Comment sa petite tête peut-elle garder tous tes longs discours? Y a-t-il quelque chose dans la jungle de trop petit pour être tué? Non, c'est pourquoi je lui enseigne ces choses, et c'est pourquoi je le corrige très doucement lorsqu'il oublie. Doucement. Tu t'y connais en douceur, vieux pied de fer, grogna Bagheera. Elle lui a joliment meurtri le visage aujourd'hui, ta douceur. Fi. J'aime mieux le voir meurtri de la tête aux pieds par moi qui l'aime, que mes aventures lui survenir à cause de son ignorance, répondit Baloo avec beaucoup de chaleur. Je suis en train de lui apprendre les maîtres mots de la jungle appelés à le protéger auprès des oiseaux, du peuple serpent, et de tout ce qui chasse sur 4 pieds sauf son propre clan. Il peut maintenant, s'il veut seulement se rappeler les mots, se réclamer de toute la jungle. Est-ce que cela ne vaut pas une petite correction? Eh bien, en tout cas, prends garde à ne me point tuer mon petit homme. Ce n'est pas un tronc d'arbre bon à aiguiser tes griffes émoussées. Mais quels sont ces maîtres mots? Il me convient plutôt d'accorder aide que d'en demander. Bagheera étira une de ses pattes pour en admirer les griffes, dont l'acier bleu s'aiguisait au bout comme un ciseau à froid. Toutefois, j'aimerais savoir. Je vais appeler Mowgli pour qu'il te les dise, s'il est disposé. Viens, petit frère. Ma tête sonne comme un arbre à frelons, dit une petite voix maussade au-dessus de leur tête. Et Mowgli se laissa glisser le long d'un tronc d'arbre. Il avait la mine fâchée, et ce fut avec pétulance qu'au moment de toucher le sol, il ajouta. Je viens pour Bagheera et non pour toi, vieux Baloo. Peu m'importe, dit Baloo froissé et peiné. Répète alors à Bagheera les maîtres mots de la jungle que je t'ai appris aujourd'hui. Les maîtres mots pour quel peuple? Demanda Mowgli, charmé de se faire valoir. La jungle a beaucoup de langues, et moi je les connais toutes. Tu sais quelque chose, mais pas beaucoup. Vois, Bagheera, ils ne me remercient jamais leur maître. Jamais le moindre louveteau vint-il remercier le vieux Baloo de ses leçons? Dis le mot pour les peuples chasseurs, alors, grand savant. Nous sommes du même sang, vous et moi, dit Mowgli en donnant au mot l'accent ours dont se sert tout le peuple chasseur. Bien. Maintenant, pour les oiseaux. Mowgli répéta en ajoutant le cri du vautour à la fin de la phrase. Maintenant pour le peuple serpent. Pardon. Maintenant pour le peuple serpent, dit Bagheera. La réponse fut un sifflement tout à fait indescriptible, après quoi Mowgli se donna du pied dans le derrière, battit des mains pour s'applaudir lui-même, et sauta sur le dos de Bagheera où il s'assit de côté pour jouer du tambour avec ses talons sur le pelage luisant, et faire à Baloo les plus affreuses grimaces qu'il put imaginer. Là, cela valait bien une petite correction, dit avec tendresse l'ours brun. Un jour peut-être tu m'en sauras gré. Puis il se retourna pour dire à Bagheera comment l'enfant avait appris les maîtres mots de Hati, l'éléphant sauvage, qui sait tout ce qui a rapport à ces choses, et comment Hati avait mené Mowgli à une mare pour apprendre d'un serpent d'eau le mot des serpents, que Baloo ne pouvait prononcer. Et comment Mowgli se trouvait maintenant suffisamment garanti contre tous accidents possibles dans la jungle, parce que ni serpent, ni oiseau, ni bête à 4 pieds ne lui ferait de mal. Personne n'est donc à craindre, conclut Baloo, en caressant avec orgueil son gros ventre fourré. Sauf ceux de sa propre tribu, dit à voix basse Bagheera. Puis tout haut, s'adressant à Mowgli. Fais attention à mes côtes, petit frère.
Qu'as-tu donc à danser ainsi ?» Mowgli, voulant se faire entendre, tirait à pleine poignée sur l'épaule de Bagheera et lui administrait de vigoureux coups de pied. Quand, enfin, tous deux prêtèrent l'oreille, il cria très fort. « Moi aussi, j'aurai une tribu à moi, une tribu à conduire à travers les branches toute la journée. »« Quelle est cette nouvelle folie, petit songeur de chimères ?» dit Bagheera. « Oui, et pour jeter des branches et de la crotte au vieux Balou, » continua Mowgli. « Ils me l'ont promis. »« Ah ! Ouf !» La grosse patte de Balou jeta Mowgli à bas du dos de Bagheera, et l'enfant, tombé en boule entre les grosses pattes de devant, put voir que l'ours était en colère. « Mowgli, dit Balou, tu as parlé au Bandarlok, le peuple singe ?» Mowgli regarda Bagheera pour voir si la panthère se fâchait aussi. Les yeux de Bagheera étaient aussi durs que des pierres de jade. « Tu as frayé avec le peuple singe? Les singes gris? Le peuple sans loi, les mangeurs de tout? C'est d'une grande honte. » Quand Balou m'a meurtri la tête, dit Mowgli, il était encore sur le dos, je suis parti, et les singes gris sont descendus des arbres pour s'apitoyer sur moi. Personne autre ne s'en souciait. Il se mit à pleurnicher. La pitié du peuple singe, ronfla Balou. Le calme du torrent de montagne, la fraîcheur du soleil d'été. Et alors, petit homme? Et alors ils m'ont donné des noix et tout plein de bonnes choses à manger, et ils m'ont emporté dans leurs bras au sommet des arbres pour me dire que j'étais leur frère par le sang, sauf que je n'avais pas de queue, et qu'un jour je serais leur chef. Ils n'ont pas de chef, dit Bagheera. Ils mentent. Ils ont toujours menti. Ils ont été très bons et m'ont prié de revenir. Pourquoi ne m'a-t-on jamais mené chez le peuple singe? Ils se tiennent sur leurs pieds comme moi, ils ne cognent pas avec de grosses pattes. Ils jouent toute la journée. Laissez-moi monter. Vilain Balou, laisse-moi monter. Je veux retourner jouer avec eux. Écoute, petit homme, dit l'ours, et sa voix gronda comme le tonnerre dans la nuit chaude. Je t'ai appris toute la loi de la jungle pour tous les peuples de la jungle, sauf le peuple singe qui vit dans les arbres. Ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de langage à eux, mais se servent de mots volés, entendus par hasard lorsqu'ils écoutent et nous épient là-haut, à l'affût dans les branches. Leur chemin n'est pas le nôtre, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de mémoire, ils se vantent et jacassent, et se donnent pour un grand peuple prêt à faire de grandes choses dans la jungle, mais la chute d'une noix suffit à détourner leurs idées. Ils rient, et tout est oublié. Nous autres de la jungle, nous n'avons aucun rapport avec eux. Nous ne buvons pas où boivent les singes, nous n'allons pas où vont les singes, nous ne chassons pas où ils chassent, nous ne mourrons pas où ils meurent. N'as-tu jamais jusqu'à ce jour entendu parler des Bandarlok? Non, dit Mowgli tout bas, car le silence était très grand dans la forêt, maintenant que Balou avait fini de parler. Le peuple de la jungle a banni leur nom de sa bouche et de sa pensée. Ils sont nombreux, méchants, malpropres, sans pudeur, et ils désirent, autant qu'ils sont capables de fixer un désir, que le peuple de la jungle fasse attention à eux. Mais nous ne faisons point attention à eux, même lorsqu'ils nous jettent des noix et du bois mort sur la tête. Il avait à peine achevé qu'une grêle de noix et de brindilles dégringola au travers du feuillage, et on put entendre des toux, des ébrouements et des bonds irrités très haut dans les branches. « Le peuple singe est interdit !» prononça Balou. « Interdit auprès du peuple de la jungle. D'où vient-on ?»« Interdit, » répéta Bagheera. « Mais je pense tout de même que Balou aurait dû te prémunir contre eux. »« Moi? Moi? Comment aurais-je deviné qu'il irait jouer avec pareille ordure? Le peuple singe, pouah !» Une nouvelle grêle s'abattit sur leur tête, et ils détalèrent au trot, emmenant Mowgli avec eux. Ce que Balou avait dit des singes était parfaitement vrai. Ils appartenaient aux cimes des arbres, et, comme les bêtes regardent très rarement en l'air, l'occasion ne se présentait guère pour eux et le peuple de la jungle de se rencontrer. Mais toutes les fois qu'ils trouvaient un loup malade, ou un tigre blessé, ou un ours, les singes le tourmentaient, et ils avaient coutume de jeter des bâtons et des noix à n'importe quelle bête pour rire, et dans l'espoir qu'on les remarquerait. Puis ils criaient ou braillaient à tue-tête des chansons dénuées de sens, et ils provoquaient le peuple de la jungle à grimper aux arbres pour lutter avec eux, ou bien sans motif, s'élançaient en furieuses batailles les uns contre les autres, en prenant soin de laisser les singes morts où le peuple de la jungle pourrait les voir. Toujours sur le point d'avoir un chef, des lois et des coutumes à eux, ils ne s'y résolvaient jamais, leur mémoire étant incapable de rien retenir d'un jour à l'autre. Aussi arrangeaient-ils les choses au moyen d'un dicton. Ce que les Bandarlok pensent maintenant, la jungle le pensera plus tard, dont ils tiraient grand réconfort. Aucune bête ne pouvait les atteindre, mais d'un autre côté, aucune bête ne faisait attention à eux, et c'est pourquoi ils avaient été si contents d'attirer Mowgli et d'entendre combien Balou en ressentait d'humeur. Ils n'avaient pas l'intention de faire davantage. Les Bandarlok n'ont jamais d'intention. Mais l'un imagina, et l'idée lui parut lumineuse, de dire aux autres que Mowgli serait utile à posséder dans la tribu parce qu'il savait entrelacer des branches en abri contre le vent, et que, s'il s'en saisissait, il pourrait le forcer à leur apprendre. Mowgli, en effet, comme enfant de bûcheron,
avait hérité de toutes sortes d'instincts et s'amusait souvent à fabriquer de petites huttes à l'aide de branches tombées, sans savoir pourquoi. Et le peuple singe, guettant dans les arbres, considérait ce jeu comme la chose la plus surprenante. Cette fois, disait-il, ils allaient réellement avoir un chef et devenir le peuple le plus sage de la jungle, si sage qu'il serait pour tous les autres un objet de remarque et d'envie. Aussi suivirent-ils Balou, Bagheera et Mowgli à travers la jungle, fort silencieusement, jusqu'à ce que vint l'heure de la sieste de midi. Alors Mowgli, très grandement honteux de lui-même, s'endormit entre la panthère et l'ours, résolu à n'avoir plus rien de commun avec le peuple singe. La première chose qu'il se rappela ensuite, ce fut une sensation de main sur ses jambes et ses bras, de petites mains dures et fortes, puis deux branches lui fouettant le visage, et son regard plongeait à travers l'agitation des ramures, tandis que Balou éveillait la jungle de ses cris profonds et que Bagheera bondissait le long de l'arbre, tous écrous à nu. Les bandarlogues hurlaient de triomphe et luttaient à qui tiendrait le plus vite les branches supérieures où Bagheera n'oserait les suivre, criant « Ils nous ont remarqués! Bagheera nous a remarqués! Tout le peuple de la jungle nous admire pour notre adresse et notre ruse !» Alors commença leur fuite, et la fuite du peuple singe au travers de la patrie des arbres est une chose que personne ne décrira jamais. Ils y ont leur route régulière et leur chemin de traverse, des côtes et des descentes, tous tracés à 50, 60 et 100 pieds au-dessus du sol, et par lesquels ils voyagent même la nuit s'il le faut. Deux des singes les plus forts avaient empoigné Mowgli sous les bras et volaient à travers les cimes des arbres par bonds de 20 pieds à la fois. Seuls, ils auraient avancé 2 fois plus vite, mais le poids de l'enfant les retardait. Tout mal à l'aise et pris de vertige qu'il se sentit, Mowgli ne pouvait s'empêcher de jouir de cette course furieuse, mais il frissonna d'apercevoir par éclair le sol si loin au-dessous de lui. Et les chocs et les secousses terribles, au bout de chaque saut qui le balançait à travers le vide, lui mettaient le cœur entre les dents. Son escorte s'élançait avec lui vers le sommet d'un arbre jusqu'à ce qu'il sentît les extrêmes petites branches craquer et plier sous leur poids, puis, avec un anguttural, il se jetait, décrivait dans l'air une courbe descendante et se recevait suspendu par les mains et par les pieds aux branches basses de l'arbre voisin. Parfois, il découvrait des miles et des miles de calme jungle verte, de même qu'un homme au sommet d'un mât plonge à des lieues dans l'horizon de la mer. Puis, les branches et les feuilles lui cinglaient le visage, et, tout de suite après, ses deux gardes et lui descendaient presque à toucher terre de nouveau. Ainsi, à grand renfort de bonds, de fracas, d'ahans, de hurlements, la tribu tout entière des bandarloks filait à travers les routes des arbres avec Mowgli leur prisonnier. D'abord, il eut peur qu'on ne les laissât tomber, puis il sentit monter la colère. Mais il savait l'inutilité de la lutte, et il se mit à réfléchir. La première chose à faire était d'avertir Balou et Bagheera, car au train dont allaient les singes, il savait que ses amis seraient vite distancés. Regarder en bas, cela n'eût servi de rien, car il ne pouvait voir que le dessus des branches. Aussi dirigea-t-il ses yeux en l'air, et vit-il, loin dans le bleu, Chil le vautour, en train de flâner et de tournoyer au-dessus de la jungle qu'il surveillait dans l'attente de choses à mourir. Chil s'aperçut que les singes portaient il ne savait quoi, et se laissa choir de quelques centaines de pieds pour voir si leur fardeau était bon à manger. Il siffla de surprise quand il vit Mowgli remorqué à la cime d'un arbre, et l'entendit lancer l'appel du vautour. « Nous sommes du même sang, toi et moi !» Les vagues de branches se refermèrent sur l'enfant, mais Chil, d'un coup d'aile, se porta au-dessus de l'arbre suivant, assez à temps pour voir émerger de nouveau la petite face brune. « Relève ma trace !» cria Mowgli. « Préviens Balou de la tribu de Sioni et Bagheera du Conseil du Rocher. »« Au nom de qui, frère ?» Chil n'avait jamais vu Mowgli auparavant, bien que naturellement, il eût entendu parler de lui. « De Mowgli, la grenouille, le petit homme, il m'appelle. Relève ma trace, hein !» Les derniers mots furent criés à tue-tête, tandis qu'on le balançait dans l'air. Mais Chil fit un signe d'assentiment et s'éleva en ligne perpendiculaire jusqu'à ce qu'il ne parût pas plus gros qu'un grain de sable. Alors, il resta suspendu, suivant du télescope de ses yeux le sillage dans les cimes, tandis que l'escorte de Mowgli y passait en tourbillon. « Ils ne vont jamais loin, » dit-il avec un petit rire. « Ils ne font jamais ce qu'ils ont projeté de faire. Toujours prêts, les bandarloks, à donner du bec dans les nouveautés. Cette fois, si j'ai bon œil, ils ont mis le bec dans quelque chose qui leur donnera de la besogne, car Balou n'est pas un poussin et Bagheera peut, je le sais, tuer mieux que des chèvres. » Là-dessus, il se berça sur ses ailes, les pattes ramenées sous le ventre, et attendit. Pendant ce temps, Balou et Bagheera se dévoraient de chagrin et de rage. Bagheera grimpait comme jamais de sa vie auparavant, mais les branches minces se brisaient sous le poids de son corps, qui glissait jusqu'en bas, de l'écorce plein les griffes. « Pourquoi n'as-tu pas averti le petit homme ?» rugissait le félin aux oreilles du pauvre Balou, qui s'était mis en route de son trot massif dans l'espoir de rattraper les singes. « Quelle utilité de le tuer de coups si tu ne l'avais pas prévenu ?»« Vite, ah vite, nous pouvons encore les rattraper !» haletait Balou. « À ce pas, il ne forcerait pas une vache blessée.
docteur de la loi, frappeur d'enfants, un mail à rouler et tanguer de la sorte et tu éclaterais. Assieds-toi tranquille et réfléchis. Fais un plan. Ce n'est pas le moment de leur donner la chasse. Ils pourraient le laisser tomber si nous laisserions de trop près. Ah, ils l'ont peut-être laissé tomber déjà, fatigué de le porter. Qui peut se méfier au Bandarloch? Qu'on me mette des chauves-souris mortes sur la tête, qu'on me donne des os noirs à ronger, qu'on me roule dans les ruches des abeilles sauvages pour que j'y sois piqué à mort et qu'on m'enterre avec l'hyène, car je suis le plus misérable des ours. Ah, oh, Mowgli, pourquoi ne t'ai-je pas prémuni contre le peuple singe au lieu de te cogner la tête? Qui sait maintenant si mes coups n'ont pas fait envoler de sa mémoire la leçon du jour, et s'il ne se trouvera pas seul dans la jungle sans les mettre mots? Balou se prit la tête entre les pattes, et se mit à rouler de droite et de gauche en gémissant. En tout cas, il m'a redit les mots très correctement il y a peu de temps, dit Bagheera avec impatience. Balou, tu n'as ni mémoire ni respect de toi-même. Que penserait la jungle si moi, la panthère noire, je me roulais en boule comme Saï le porc-épic pour me mettre à hurler? Je me moque bien de ce que pense la jungle. Il est peut-être mort alors qu'il est. À moins qu'il ne l'ait laissé tomber des branches en manière de passe-temps, qu'il l'ait tué par paresse de le porter plus loin, ou jusqu'à ce qu'il le fasse, je n'ai pas peur pour le petit homme. Il est sage, il sait des choses, et par-dessus tout, il a ces yeux que craint le peuple de la jungle. Mais, et c'est un grand malheur, il est au pouvoir des Bandarloch, et parce qu'ils vivent dans les arbres, ils ne redoutent personne parmi nous. Bagheera lécha une de ses pattes de devant pensivement. Vieux fou que je suis, lourdeau à poil brun, gros fouilleur de racines, dit Balou en se déroulant brusquement. C'est vrai ce que dit Attila l'éléphant sauvage, à chacun sa crainte. Et eux les Bandarloch craignent Kaa, le serpent de rocher. Ils grimpent aussi bien qu'eux, ils volent les jeunes singes dans la nuit. Le murmure seul de son nom les glace jusqu'au bout de leur méchante queue. Allons trouver Kaa. Que fera-t-il pour nous? Il n'est pas de notre race, puisqu'il est sans pied. Et il a les yeux les plus funestes, dit Bagheera. Il est aussi vieux que rusé. Par-dessus tout, il a toujours faim, dit Balou plein d'espoir. Promets-lui beaucoup de chèvres. Il dort un mois plein après chaque repas. Il se peut qu'il dorme maintenant. Et fût-il éveillé, qu'il préférerait peut-être tuer lui-même ses chèvres. Bagheera, qui ne savait pas grand-chose de Kaa, se méfiait comme il sied. En ce cas, à nous deux vieux chasseurs, nous pourrions lui faire entendre raison. Là-dessus, Balou frotta le pelage roussi de sa brune épaule contre la panthère, et ils partirent ensemble à la recherche de Kaa, le python de rocher. Ils le trouvèrent étendu sur une saillie de roc que chauffait le soleil de midi, en train d'admirer la magnificence de son habit neuf, car il venait de consacrer 10 jours de retraite à changer de peau. Et maintenant, il apparaissait dans toute sa splendeur. Sa grosse tête camuse dardait au ras du sol, les 30 pieds de long de son corps tordus en nœuds et en courbes capricieuses, et se léchant les lèvres à la pensée du repas à venir. « Il n'a pas mangé, » dit Balou en grognant de soulagement à la vue du somptueux habit marbré de brun et de jaune. « Fais attention, Bagheera, il est toujours un peu myope après avoir changé de peau, et très prompt à l'attaque. » Kaa n'est pas un serpent venimeux. En fait, il méprise plutôt les serpents venimeux qu'il tient pour lâches. Mais sa force réside dans son étreinte. Et une fois enroulé ses anneaux énormes autour de qui que ce soit, il n'y a plus rien à faire. « Bonne chasse !» cria Balou en s'asseyant sur ses hanches. Comme tous les serpents de son espèce, Kaa est presque sourd, et tout d'abord il n'entendit pas l'appel. Cependant il se leva, prêt à tout événement, la tête basse. « Bonne chasse à tous !» répondit-il enfin. « Oh, Balou, que fais-tu ici? Bonne chasse, Bagheera. L'un de nous au moins a besoin de manger. A-t-on vent de gibier sur pied, une biche peut-être, sinon un jeune daim? Je suis aussi vide qu'un puits à sec. » « Nous sommes en train de chasser, » fit Balou négligemment. Il savait qu'il ne faut pas presser Kaa. Il est trop gros. « Permettez-moi de me joindre à vous, » dit Kaa. « Un coup de patte de plus ou de moins n'est rien pour toi, Bagheera, ni pour toi, Balou. Alors que moi, il me faut attendre et attendre des jours dans un sentier, et grimper la moitié d'une nuit pour le maigre hasard d'un jeune singe. Les arbres ne sont plus ce qu'ils étaient dans ma jeunesse. Tout rameau pourri et branches sèches. »« Il se peut que ton grand poids y soit pour quelque chose, » répliqua Balou. « Oui, je suis d'une jolie longueur, dit Kaa avec une pointe d'orgueil. Mais malgré tout, c'est la faute de ce bois nouveau. J'ai failli de bien près tomber lors de ma dernière prise, bien près en vérité. Et en glissant, car ma queue n'enveloppait pas étroitement l'arbre, j'ai réveillé les Bandarloch, qui m'ont donné les plus vilains noms. »« Cul de jatte, ver de terre jaune, » dit Bagheera dans ses moustaches, comme se rappelant des souvenirs. « M'ont-ils appelé comme cela ?» demanda Kaa.
C'était quelque chose de la sorte qu'ils nous braillaient à la dernière lune, mais nous n'y avons pas fait attention. Ils disent n'importe quoi, même par exemple que tu as perdu tes dents, et que tu n'oses affronter rien de plus gros qu'un chevreau parce que ils n'ont vraiment aucune pudeur, ces bandarlocs, parce que tu crains les cornes des boucs, continua suavement Bagheera. Or, un serpent, et surtout un vieux python circonspect de l'espèce de Kaa, montre rarement qu'il est en colère. Mais Balou et Bagheera purent voir les gros muscles engloutisseurs onduler et se gonfler des deux côtés de sa gorge. Les bandarlocs ont changé de terrain, dit-il tranquillement. Quand je suis monté ici au soleil aujourd'hui, j'ai entendu leurs huées parmi les cimes des arbres. Ce sont les bandarlogs que nous suivons en ce moment, dit Balou. Mais les mots s'étranglaient dans sa gorge, car c'était la première fois à son souvenir qu'un animal de la jungle avouait s'intéresser aux actes des singes. Sans doute alors que ce n'est point une petite affaire qui met de tels chasseurs, chefs dans leur propre jungle, j'en suis certain, sur la piste des bandarlocs, répondit Kaa courtoisement en enflant de curiosité. À vrai dire, commença Balou, je ne suis rien de plus que le vieux et parfois imprévoyant docteur de loi des louveteaux de Sioni. Et Bagheera ici. Et Bagheera, dit la panthère noire, et ses mâchoires se fermèrent avec un bruit sec, car l'humilité n'était pas son fait. Voici l'affaire, Kaa. Ces voleurs de noix et ramasseurs de palmes ont emporté notre petit homme, dont tu as peut-être ouï parler. Je les ai entendus raconter par Saï, c'est piquant le rendre présomptueux, qu'une sorte d'homme était entré dans un clan de loups, mais je ne l'ai pas cru. Saï est plein d'histoires à moitié entendues et très mal répétées. Eh bien, c'est vrai. Il s'agit d'un petit homme comme on n'en a jamais vu, dit Balou. Le meilleur, le plus sage et le plus hardi des petits hommes. Mon propre élève, qui rendra fameux le nom de Balou à travers toutes les jungles. Et de plus, nous l'aimons, Kaa. Et Kaa, en balançant sa tête d'un mouvement de navette. Moi aussi, j'ai su ce que c'est que d'aimer. Il y a des histoires que je pourrais dire. Qu'il faudrait une nuit claire et l'estomac garni pour louer dignement, dit Bagheera avec vivacité. Notre petit homme est à l'heure qu'il est entre les mains des bandarlocs, et nous savons que de tout le peuple de la jungle, Kaa est le seul qui le redoute. Je suis le seul qui le redoute. Ils ont bien raison, dit Kaa. Bavardage, folie, vanité. Vanité, folie et bavardage, voilà les singes. Et pour une chose humaine, c'est mauvais hasard de tomber entre leurs mains. Ils se fatiguent vite des noix qu'ils cueillent et les jettent. Ils promènent une branche une demi-journée, avec l'intention d'en faire des grandes choses, et tout à coup, ils la cassent en deux. Cette créature humaine n'est pas à envier. Ils m'ont appelé aussi poisson jaune, n'est-ce pas? Ver de terre, dit Bagheera, et bien d'autres choses que je ne peux maintenant répéter par pudeur. Ils ont besoin qu'on leur apprenne à parler de leur maître. Ils ont besoin qu'on aide à leur manque de mémoire. En ce moment, où sont-ils allés avec le petit? La jungle seule le sait, vers le soleil couchant, je crois, dit Balou. Nous avions pensé que tu saurais, Kaa. Moi? Comment? Je les prends quand ils tombent sur ma route, mais je ne chasse pas les bandarlogs, pas plus que les grenouilles, ni que les écumes vertes sur les trous d'eau. Quant à cela. Ici. En haut. En haut. Ilo, regardez en l'air. Balou du clan des loups de Sioni. Balou leva les yeux pour voir d'où venait la voix, et Chil le vautour apparut. Il descendait en fauchant l'air, et le soleil brillait sur les franges rebroussées de ses ailes. C'était presque l'heure du coucher pour Chil, mais il avait battu toute l'étendue de la jungle à la recherche de l'ours, sans pouvoir le découvrir sous l'épais feuillage. Qu'est-ce? Dit Balou. J'ai vu Mowgli, parmi les bandarlogs. Il m'a prié de vous le dire, j'ai veillé. Les bandarlogs l'ont emporté au-delà de la rivière, à la cité des singes, aux grottes froides. Il est possible qu'il y retourne une nuit, 10 nuits, 1 heure. J'ai dit aux chauves-souris de les guetter pendant les heures obscures. Voilà mon message. Bonne chasse, vous tous en bas. Pleine gorge et profond sommeil, Chil, cria Bagheera. Je me souviendrai de toi lors de ma prochaine prise et réserverai la tête pour toi seul. Ô le meilleur des vautours. Ce n'est rien, l'enfant avait le maître mot. Je ne pouvais rien faire de moins. Et Chil remonta en décrivant un cercle pour gagner son air. Il n'a pas oublié sa langue, dit Balou avec un petit rire d'orgueil. Si jeune et se souvenir du maître mot, même de celui des oiseaux, tandis qu'on est traîné par les sommets des arbres.
On le lui avait enfoncé assez ferme dans la tête, dit Bagheera. Mais nous sommes contents de lui. Et maintenant, il nous faut aller aux grottes froides. Et nous allons nous arrêter là pour la première phase de lecture de ce soir, les amis. C'est donc l'heure de la pause. Je viens un petit peu parler avec vous dans le chat. Et confiance, croise en moi. Comme je vous le disais, j'ai pas vu le Disney, le livre de la jungle, mais les voix sont assez iconiques et du coup je les connais un peu. Mais le truc c'est que j'ai pas envie de faire une piètre imitation des voix connues et puis déjà de souffrir de la comparaison parce que forcément je serais perdant, parce que forcément je ferais une moins bonne voix que l'original en essayant de l'imiter. Et aussi parce que tout simplement, faut bien se dire que le Disney est une adaptation. Et du coup, même si je ne connais pas vraiment très bien le Disney, je pense voir qu'il y a quand même d'assez grandes différences entre le livre original et le Disney. Notamment sur le personnage de Baloo. J'ai l'impression qu'il est beaucoup moins... j'ai l'impression que dans le Disney, ils l'ont fait beaucoup plus marrant, beaucoup plus joyeux, etc. Enfin, c'est un peu la mascotte du film, quoi. C'est un peu la touche joie du film. Là, je le trouve un peu plus sur un côté un peu plus sage quelque part, même si il a quelques moments de panique qui visiblement ont bien fait marrer Azrog. Mais ouais, je trouve qu'il y a quand même des différences et du coup, je préfère interpréter entre guillemets les personnages que je rencontre lors de mes lectures avec ma propre version. Comme ça, au moins, c'est ma version à moi seul, et du coup, je ne peux pas me tromper, entre guillemets, dans le sens où voilà, c'est mon interprétation, et je saurais refaire à peu près les voix sur demande. Et puis aussi, parce que j'ai l'impression que je pourrais davantage les caractériser par rapport à la situation exacte et par rapport à l'ambiance du roman, mais non, de la nouvelle. Enfin voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà un peu ma logique concernant les voix et pourquoi je fais ces voix de cette manière, etc. Enfin bon, bref. J'espère en tout cas que la lecture vous aura bien plu. On va continuer dans quelques minutes, hein, pas de soucis. Ça a duré plus longtemps que je ne l'aurais cru, puisqu'on est déjà à presque 1 heure de live, et je crois que j'avais commencé vers 20 minutes, donc au final, ouais, ça a bien duré 30 minutes, quoi. J'espère que ça n'a pas été une phase de lecture trop longue d'un coup. J'aurais peut-être dû séparer en 3 ce soir, je sais pas trop. Mais en tout cas, ouais, j'espère que ça vous a plu, parce que moi, la lecture me plaît beaucoup. Je trouve ça super fun, et je sais pas, je trouve ça... Comment dire? En fait, ce que j'aime, c'est que y a un charme en cela que c'est un univers... Comment dire? On croit au fait que l'univers soit étendu. C'est-à-dire que on a beau lire des nouvelles, donc même pas des romans, vraiment des fragments entre guillemets d'histoire, et bien malgré tout, il y a on sent qu'il y a, qu'il y a un univers derrière qui est assez massif. On sent que ouais, il y a une logique inhérente à cet univers. Genre là, la loi de la jungle forcément, avec tous ces codes entre les animaux, etc. Et puis, je trouve ça vachement intéressant en fait. Je trouve ça vachement bien écrit parce que ça force à être attentif, ça force à être curieux et à se poser des questions sur comment fonctionne l'univers, vu qu'on sent que l'univers est bien organisé et qu'on ne le connaît pas du tout. Donc là pareil, le fait que ça y est, tous les peuples, enfin toutes les différentes jungles, comme ils disent, se côtoient, mais ont des règles de respect, d'échange, etc. Et qu'en fait, il y a un peuple, entre guillemets, un peu à part, qui sont les singes, pareil, ça ravive la curiosité. Donc ouais, je trouve ça vachement bien foutu, en fait. Je trouve ça très dynamique comme lecture, et j'aime beaucoup ça. Enfin ouais, je sais pas ce que vous en dites, les amis, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Mais je trouve ça hyper dynamique, hyper fun. Et je trouve que ça vaut, pour le coup, je trouve que ça vaut vraiment bien son étiquette récit d'aventure, dans le sens où ça arrive très souvent que des romans que je me fasse chier avec des gros guillemets pendant des romans d'aventure, parce que je trouve qu'il se passe pas grand chose.
Alors que là, j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment des aventures et le format nouvelle aide à cela aussi. Mais c'est vraiment tout s'enchaîne, il y a plein de personnages qui se rencontrent non-stop, qui interagissent, enfin voilà. C'est bien foutu, j'aime beaucoup ça. Et du coup, comme j'étais en train de le dire, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait aussi beaucoup de personnages et des personnages récurrents, mais que ce soit pas toujours les mêmes. C'est ce que je vous avais dit qui m'avait étonné lors de la lecture de la nouvelle précédente. Ça m'avait étonné qu'il y ait une ou deux mentions de Baloo et qu'on l'entende parler une ou deux fois, alors que là, bah, il va être là quasiment tout le temps. Bagheera, ça fait 2 fois qu'elle est là beaucoup. Chill, on n'en avait encore jamais entendu parler et c'est encore un nouveau personnage. Enfin voilà, K, on en avait trouvé une itération, mais on l'avait jamais entendu parler. Enfin, je trouve ça vachement bien foutu du coup parce que ouais, ça fait un univers étendu, large, fourni et qu'on a envie d'explorer de fond en comble quoi. Je trouve que la lecture était parfaite, pile le bon temps. Merci Azrog, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et dernière chose aussi, alors du coup, Azrog, toi ça t'a fait rire, ce que je peux comprendre. Même moi je me suis fait un peu rire dans ma tête on va dire. Mais bon, je me retire de rire en pleine lecture, sinon ça fout en l'air la lecture entre guillemets. Mais ouais, moi aussi je me suis marré quand Balou faisait des cris chelous. Mais le truc c'est que, c'est dans le texte je savais pas comment le lire. C'est-à-dire que il y a des onomatopées, beaucoup dans le texte d'onomatopées. Et en général, les onomatopées pardon, me mettent un peu dans le mal, en cela que si elles sont... Comment dire? Encore plus que l'intonation d'une phrase, si l'intonation d'une onomatopée tombe à plat, bah du coup, ça ne marche pas du tout pour la lecture. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un exemple plus concret. Il y avait une fois, il me semble, où c'était écrit pan. Et du coup, si je mets pas l'énergie d'un pan pour dire que c'est un tir de balle, bah on pourrait se dire, enfin, ça perd de sa dimension impact, impactante. Voilà, j'ai eu du mal à retrouver le mot. Enfin ouais, et c'est hyper important je trouve. Et là du coup, dans le texte, par exemple, quand Balou était en train de paniquer, c'était écrit A-R-R-U-L-A-L-A, donc genre Arulala, enfin très bizarre. Et après, Waoa, W-A-H-O-O-A. Donc du coup j'étais là, oh là là, comment je vais dire ça? Horrible. Mais tu l'as tellement bien fait. Merci Azrog, ça fait plaisir. Après par exemple dans les onomatopées pardon, de ce chapitre, il y a forcément pour K, le serpent, et ben il y a plein de longues séries de S qui se suivent, ou bien il y avait un pshow. Alors là, je sais pas trop ce qu'il voulait qu'on fasse et comment il voulait qu'on le fasse. Il y a même parfois des rugissements d'animaux, vous l'avez déjà vu la dernière fois, je crois que Shere Khan avait eu un rugissement. Là, il y en a eu un aussi d'ailleurs de Bagheera, il me semble. Il y a eu un AAA-SSH. Comment tu veux faire ça, quoi? Enfin, c'est très particulier. Mais bon, c'est marrant, ça ajoute du piment à la lecture aussi. Et ouais, je trouve ça rend le texte encore plus vivant et ça va bien avec l'ambiance du livre de la jungle, je trouve. Enfin, c'est parfait, c'est parfait. Personnellement, je suis assez fan de cette lecture pour le moment. Comme quoi, on se fait vraiment des bonnes surprises parce que, comme je vous le disais, c'était vraiment pas celle qui m'attirait le plus. Et au final, bah, elle me plaît beaucoup. Par contre, je vous avoue que là, j'ai très chaud. Je suis en train de décéder actuellement. Du coup, je ne sais pas qui reste dans le chat, mais on va redémarrer la lecture assez rapidement. On est à la page 63, donc... Logiquement... je dirais qu'on en a pour... Je dirais qu'on en a encore pour 25-30 minutes de plus de lecture. J'aime bien le livre perso, nous dit Azrog. Ah, nice. Et t'avais vu, je sais plus Azrog, excuse-moi. Je sais plus si t'étais là lors du dernier live. J'avais lu Les Frères de Mowgli, du coup. Je crois pas que t'étais là, je sais plus. Mais en tout cas, bah, du coup, si tu l'as apprécié, Azrog, n'hésite pas à aller voir la rediffusion. Enfin, je sais pas si la rediff te plaise, peut-être que tu préfères regarder ça en live, mais... Et du coup, comme je le disais, il y aura 7 nouvelles dans ce recueil.
Donc là on est à la deuxième, donc on en a encore pour 5 lives après celui-ci. Donc bon, il y aura du contenu, ça va être cool. D'ailleurs, je me suis spoilé, on va dire, entre guillemets, et je vais vous spoiler, mais bon, c'est pas un vrai spoil, vous inquiétez pas, sur la suite des nouvelles. J'ai été voir sur Wikipédia un petit peu des infos sur le livre de la jungle, et j'ai été étonné de voir que, non seulement... Alors déjà, j'avais été étonné de voir que c'était pas un roman, mais un recueil de nouvelles, et là j'ai été réétonné de voir que ce n'était pas des nouvelles tournant tout autour de Mowgli. C'est-à-dire que, par exemple, dans le livre de la jungle, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a genre 3 ou 4 nouvelles à propos de Mowgli, et après le reste, qui n'ont absolument aucun rapport à Mowgli. Donc c'est marrant de voir que c'est pas le personnage principal, entre guillemets, c'est l'un des personnages principaux, mais au même titre que peuvent l'être par exemple Bagheera, etc. Et certes, il fait un peu l'objet central des nouvelles pour le moment, mais au final, je trouve qu'il a pas tant plus d'importance que ça. C'est lui qui déclenche l'action, parce que voilà, là il se fait capturer et du coup il faut le sauver. Mais au final, il a pas tant de paroles de plus que les autres personnages. Genre là, Bagheera parle beaucoup plus, je trouve. Et il a pas une importance... comment dire, il prend pas une place proéminente, et je trouve ça très agréable aussi, parce que du coup, ouais, on suit un fourmillement de personnages, et pas juste un personnage héros, quoi. Je trouve ça vachement intéressant. Sur ce, les amis, on va se lancer tout de suite dans la suite de la lecture. Je ne suis pas le plus assidu ici, nous dit Azrog. Oui, c'est vrai, tu n'es pas le plus assidu, mais je pense que tu es, malgré tout, l'un des plus fréquemment là en live. Donc du coup, rien que pour ça, merci à toi Azrog, ça fait très plaisir. Je pense en vérité que tu viens à la plupart des lives. Et sur ce, je vais me relancer dans la lecture. Je ne sais pas s'il reste d'autres gens à part Azrog. Je crois qu'il y a encore Chassoad. Du coup, Azrog et Chassoad, je vous souhaite une bonne écoute. Une bonne écoute également à tous ceux dans l'ombre. Et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion. On est parti pour la deuxième phase de lecture de ce soir. Et je vous reprendrai tout à l'heure à la fin de cette partie, puisqu'on aura terminé la nouvelle, pour l'outro du live. A tout à l'heure, et bon dessin Chassoad du coup. La chasse de Kaa, suite et fin. Ils savaient tous où se trouvait l'endroit, mais peu l'avaient jamais visité parmi le peuple de la jungle. Ce qu'ils appelaient en effet les grottes froides était une vieille ville abandonnée, perdue et enfouie dans la jungle. Et les bêtes fréquentent rarement un endroit que les hommes ont déjà fréquenté. Il arrive bien aux sangliers de le faire, mais jamais aux tribus qui chassent. En outre, les singes y habitaient, autant qu'ils peuvent passer pour habiter quelque part, et nul animal qui se respecte n'en eût approché à portée du regard, sauf en temps de sécheresse, quand les citernes et les réservoirs à demi ruinés contenaient encore un peu d'eau. C'est un voyage d'une demi-nuit, à toute allure, dit Bagheera. Balou prit un air soucieux. J'irai le plus vite que je peux, fit-il anxieusement. Nous n'osons pas t'attendre. Suis-nous, Balou. Il nous faut filer d'un pied lest. Kaa et moi. Avec ou sans pied, je me tiendrai de pair avec toi sur tes 4 pattes, repartit Kaa sèchement. Balou fit effort pour se hâter, mais il dut s'asseoir en soufflant. Ils le laissèrent donc. Ils suivraient plus tard, et Bagheera pressa vers le but son rapide galop de panthère. Kaa ne disait rien, mais quelque effort que fit Bagheera, l'énorme python de rocher se tenait à son niveau. Au passage d'un torrent de montagne, Bagheera prit de l'avance, ayant franchi d'un bond et laissant Kaa traverser à la nage, la tête et 2 pieds de cou hors de l'eau, mais sur terrain égal, Kaa rattrapa la distance. « Par la serrure brisée qui me délivra, dit Bagheera, quand tomba le crépuscule. Tu n'es pas un petit marcheur. J'ai faim, dit Kaa. En outre, ils m'ont appelé grenouille mouchetée. Vert de terre et jaune par-dessus le marché. C'est tout un. Allons. Et Kaa semblait se répandre lui-même sur le sol, où ses yeux sûrs choisissaient la route la plus courte et la savaient garder. Aux grottes froides, le peuple singe ne songeait pas du tout aux amis de Mowgli. Ils avaient apporté l'enfant à la ville perdue et se trouvaient pour le moment très satisfaits d'eux-mêmes. Mowgli n'avait jamais vu de ville hindoue auparavant, et bien que celle-ci ne fût guère qu'un amoncellement de ruines, le spectacle lui parut aussi splendide qu'étonnant. Quelques rois l'avaient bâti, au temps jadis, sur une petite colline.
On pouvait encore discerner les chaussées de pierre qui conduisaient aux portes en ruine, où de derniers éclats de bois pendaient aux gonds rongés de rouille. Des arbres avaient poussé entre les pierres des murs, les créneaux étaient tombés et s'effritaient par terre, des lianes sauvages aux fenêtres des tours se balançaient en grosses touffes. Un grand palais sans toit couronnait la colline, le marbre des cours d'honneur et des fontaines se fendait, tout taché de rouge et de vert, et les galets mêmes des cours où habitaient naguère les éléphants royaux avaient été soulevés et disjoints par les herbes et les jeunes arbres. Du palais, on pouvait voir les innombrables rangées de maisons sans toit qui composaient la ville, semblables à des rayons de miel vides emplis de ténèbres. Le bloc de pierre informe qui avait été une idole, sur la place où se rencontraient 4 routes, les puits et les rigoles au coin des rues où se creusaient jadis les réservoirs publics, et les dômes brisés des temples avec les figuiers sauvages qui sortaient de leurs flancs. Les singes appelaient ce lieu leur ville, et affectaient de mépriser le peuple de la jungle parce qu'il vit dans la forêt. Et cependant, ils ne savaient jamais à quel usage avaient été destinés les édifices ni comment y habiter. Ils s'asseyaient en cercle dans le vestibule, menant à la chambre du conseil royal, grattaient leurs puces et faisaient semblant d'être des hommes. Ou bien ils couraient au travers des maisons sans toit, ramassaient dans un coin des plâtras et de vieilles briques, puis oubliaient les cachettes. Ou bien ils se battaient, ils criaient, se chamaillaient en foule, puis, cessant tout à coup, se mettaient à jouer, du haut en bas des terrasses, dans les jardins du roi, dont ils secouaient les rosiers et les orangers, pour le plaisir d'en voir tomber les fruits et les fleurs. Ils exploraient tous les passages, tous les souterrains du palais, et les centaines de petites chambres obscures, mais ils ne se rappelaient jamais ce qu'ils avaient vu, et ils erraient ainsi au hasard, un à un, deux à deux, ou par groupe, en se félicitant l'un l'autre d'agir tellement comme des hommes. Ils buvaient au réservoir dont ils troublaient l'eau, et se mordaient pour en approcher, puis s'élançaient tous ensemble en masse compacte et criaient « Il n'y a personne dans la jungle d'aussi sage, d'aussi bon, d'aussi intelligent, d'aussi fort et d'aussi doux que les bandarlogues !» Ensuite, ils recommençaient jusqu'à ce que, fatigués de la ville, ils retournassent aux cimes des arbres, dans l'espoir que le peuple de la jungle les remarquerait. Mowgli, élevé à observer la loi de la jungle, n'aimait ni ne comprenait ce genre de vie. Il se faisait tard dans l'après-midi quand les singes, le portant, arrivèrent aux grottes froides, et au lieu d'aller dormir, comme Mowgli l'aurait fait après un long voyage, ils se prirent par la main et se mirent à danser en chantant leurs plus folles chansons. Un des singes fit un discours, et dit à ses compagnons que la capture de Mowgli marquerait une nouvelle étape dans l'histoire des bandarlogues, car il allait leur montrer comment on entrelaçait les branches et les roseaux pour s'abriter contre la pluie et le vent. Mowgli cueillit des lianes et entreprit de les tresser. Les singes essayèrent de l'imiter, mais au bout de quelques minutes, ils ne s'intéressaient plus à leurs besognes et se mirent à tirer les queues de leurs camarades ou à sauter des 4 pattes en toussant. « Je voudrais manger, » dit Mowgli. « Je suis un étranger dans cette partie de la jungle. Apportez-moi de la nourriture, ou permettez-moi de chasser ici. » 20 ou 30 singes bondirent au dehors pour lui rapporter des noix et des papaues sauvages. Mais ils commencèrent à se battre en route, et cela leur eût donné trop de peine de revenir avec ce qui restait de fruits. Mowgli, non moins endolori et furieux qu'affamé, vaguait dans la cité vide, lançant de temps à autre le cri de chasse des étrangers. Mais personne ne lui répondait. Et il pensait qu'en vérité, c'était un mauvais gîte qu'il avait trouvé là. Tout ce qu'a dit Balou au sujet des bandarlogues est vrai, songeait-il en lui-même. Ils sont sans loi, sans cri de chasse et sans chef. Rien qu'en mots absurdes et en petites mains prestes et pillardes. De sorte que si je meurs de faim, ou suis tué en cet endroit, ce sera par ma faute. Mais il faut que j'essaie de retourner dans ma jungle. Balou me battra sûrement, mais cela vaudra mieux que de faire la chasse à des billevesées en compagnie des bandarlogues. À peine se dirigeait-il vers le mur de la ville, que les singes le tirèrent en arrière, en lui disant qu'il ne connaissait pas son bonheur, et en le pinçant pour lui donner de la reconnaissance. Il serra les dents et ne dit rien, mais marcha, parmi le tumulte des singes braillants, jusqu'à une terrasse qui dominait les réservoirs de grès rouge à demi remplis d'eau de pluie. Au centre de la terrasse se dressaient les ruines d'un pavillon, tout de marbre blanc, bâti pour des reines mortes depuis 100 ans. Le toit en forme de dôme s'était écroulé à demi et bouchait le passage souterrain par lequel les reines avaient coutume de venir au palais. Mais les murs étaient faits d'écrans de marbre découpés, merveilleux ouvrage d'entrelacs blancs comme le lait, incrustés d'agates, de cornaline, de jaspe et de lapis-lazuli. Et lorsque la lune se montra par-dessus la montagne, elle brilla au travers du lakis ajouré, projetant sur le sol des ombres semblables à une dentelle de velours noir. Tout meurtri, las et à jeun qu'il fut, Mowgli ne put malgré tout s'empêcher de rire quand les bandarlogues se mirent, par 20 à la fois, à lui remontrer combien il était grand, sage, fort et doux, et quelle folie c'était à lui de vouloir les quitter. « Nous sommes grands, nous sommes libres, nous sommes étonnants, nous sommes le peuple le plus étonnant de toute la jungle. Nous le disons tous, aussi ce doit être vrai,
criait-il. Maintenant, comme tu nous entends pour la première fois et que tu es à même de rapporter nos paroles au peuple de la jungle, afin qu'il nous remarque dans l'avenir, nous te dirons tout ce qui concerne nos excellentes personnes. Mowgli ne fit aucune objection, et les singes se rassemblèrent par centaines et centaines sur la terrasse pour écouter leurs propres orateurs chanter les louanges des bandarlogues. Et toutes les fois qu'un orateur s'arrêtait par manque de respiration, ils criaient tous ensemble « C'est vrai, nous pensons de même !» Mowgli hochait la tête, battait des paupières et disait « oui » quand il lui posait une question. Mais tant de bruit lui donnait le vertige. Tabaqui, le chacal, doit avoir mordu tous ces gens. Pardon, je me suis trompé de personnage. Tabaqui, le chacal, doit avoir mordu tous ces gens, songeait-il. Maintenant, ils ont la rage. Certainement, c'est la Diwani, la folie. Ne dorment-ils donc jamais? Tiens, voici un nuage sur cette lune de malheur. Si c'était seulement un nuage assez gros pour que je puisse tenter de fuir dans l'obscurité. Mais je suis si lasse. Deux fidèles guettaient le même nuage du fond du fossé en ruine au bas du mur de la ville. Car Bagheera et Kaa, sachant bien le danger que présentait le peuple singe en masse, ne voulaient pas courir de risques inutiles. Les singes ne luttent jamais à moins d'être 100 contre 1, et peu d'habitants de la jungle tiennent à jouer semblable partie. « Je vais gravir le mur de l'ouest, » murmura Kaa, « et fondre sur eux brusquement à la faveur du sol en pente. Ils ne se jetteront pas sur mon dos à moi malgré leur nombre. Mais... » « Je le sais, » dit Bagheera. « Que Balou n'est-il ici? Mais il faut faire ce qu'on peut. Quand ce nuage va couvrir la lune, j'irai vers la terrasse. Ils tiennent là une sorte de conseil au sujet de l'enfant. »« Bonne chasse, » dit Kaa d'un air sombre, et il glissa vers le mur de l'ouest. C'était le moins en ruine, et le gros serpent perdit quelque temps à trouver un chemin pour atteindre le haut des pierres. Le nuage cachait la lune, et comme Mowgli se demandait ce qui allait survenir, il entendit le pas léger de Bagheera sur la terrasse. La panthère noire avait gravi le talus presque sans bruit, et sachant qu'il ne fallait pas perdre son temps à mordre, frapper de droite et de gauche parmi les singes assis autour de Mowgli en cercle de 50 et 60 rangs d'épaisseur. Il y eut un hurlement d'effroi et de rage, et comme Bagheera trébuchait sur les corps qui roulaient en se débattant sous son poids, un singe cria « Il n'y en a qu'un ici! Tuez-le! Tue !» Une mêlée confuse de singes, mordant, griffant, déchirant, arrachant, se referma sur Bagheera, pendant que 5 ou 6 d'entre eux, s'emparant de Mowgli, le remorquaient jusqu'en haut du pavillon et le poussaient par le trou du dôme brisé. Un enfant élevé par les hommes se fut affreusement contusionné, car la chute mesurait 15 bons pieds. Mais Mowgli tomba comme Balou lui avait appris à tomber, et toucha le sol les pieds les premiers. « Reste ici !» crièrent les singes, « jusqu'à ce que nous ayons tué tes amis, et plus tard nous reviendrons jouer avec toi, si le peuple venimeux te laisse en vie. »« Nous sommes du même sang, vous et moi, » dit vivement Mowgli en lançant l'appel des serpents. Il put entendre un frémissement et des sifflements dans les décombres alentours, et il lança l'appel une seconde fois pour être sûr. « Viens, foi, à bas les capuchons, vous tous !» dirent une demi-douzaine de voix sourdes. Toute ruine dans l'Inde devient tôt ou tard un repère de serpents, et le vieux pavillon grouillait de cobras. « Reste tranquille, petit frère, car tes pieds pourraient nous faire mal. » Mowgli se tint immobile, autant qu'il lui fut possible, épiant à travers le réseau de marbre et prêtant l'oreille au furieux tapage où luttait la panthère noire. Hurlements, glapissements, bousculades, que dominait le râle rauque et profond de Bagheera, rompant, fonçant, plongeant et virant sous l'état compact de ses ennemis. Pour la première fois depuis sa naissance, Bagheera luttait pour défendre sa vie. Balou doit suivre de près. Bagheera ne serait pas là sans renfort, pensait Mowgli, et il cria à haute voix. « Au réservoir! Bagheera, gagne les citernes! Gagne-les et plonge vers l'eau !» Bagheera entendit, et le cri qui lui apprenait le salut de Mowgli lui rendit un nouveau courage. Elle s'ouvrit un chemin avec des efforts désespérés, pouce par pouce, droit dans la direction des réservoirs, avançant péniblement, en silence. Alors, du mur ruiné le plus voisin de la jungle s'éleva comme un roulement le cri de guerre de Balou. Le vieil ours avait fait de son mieux, mais il n'avait pu arriver plus tôt. « Bagheera !» cria-t-il. « Me voici! Je grimpe, je me hâte! Aouah! Les pierres glissent sous mes pieds! Attendez, j'arrive! Ô très infâme Bandarloc !» Il n'apparut haletant au haut de la terrasse que pour disparaître jusqu'à la tête sous une vague de singes. Mais il se cala carrément sur ses hanches, et ouvrant ses pattes de devant, il en étreignit autant qu'il en pouvait tenir, et se mit à cogner d'un mouvement régulier. Bat, bat, bat! On eût pris pour le rythme cadencé d'une roue à aube. Un bruit de chute et d'eau rejaillissante avertit Mowgli que Bagheera s'était taillé un chemin jusqu'au réservoir où les singes ne pouvaient suivre.
La panthère resta là, suffocant, la tête juste hors de l'eau, tandis que les singes, échelonnés sur les marches rouges par 3 rangs de profondeur, dansaient de rage, de haut en bas, prêts à l'attaquer de tous côtés à la fois, si elle faisait mine de sortir pour revenir au secours de Balou. Ce fut alors que Bagheera souleva son menton, tout dégoûtant d'eau, et de désespoir lança l'appel des serpents pour demander secours. « Nous sommes du même sang, vous et moi !» Kaa, semblait-il, avait tourné queue à la dernière minute. Et Balou, à demi suffoqué sous les singes au bord de la terrasse, n'eut pu retenir un petit rire en entendant la panthère noire appeler à l'aide. Kaa venait à peine de se frayer une route par-dessus le mur de l'ouest, prenant air d'un effort qui délogea une des pierres du faîte pour l'envoyer rouler dans le fossé. Il n'avait pas l'intention de perdre aucun des avantages du terrain. Aussi se roula-t-il et déroula-t-il 1 ou 2 fois pour être sûr que chaque pied de son long corps était en condition. Pendant ce temps, la lutte avec Balou continuait, les singes glapissaient dans le réservoir autour de Bagheera, et Mang, la chauve-souris, volant de ci de là, portait à travers la jungle la nouvelle de la grande bataille, si bien que Hati lui-même, l'éléphant sauvage, se mit à trompeter, et que, de très loin, des bandes de singes éparses, réveillés par le bruit, accoururent en bondissant à travers les routes des arbres, à l'aide de leurs amis des grottes froides, tandis que le fracas de la lutte effarouchait tous les oiseaux diurnes à des miles alentour. Alors vint Kaa, tout droit, très vite, avec la hâte de tuer. La puissance de combat d'un python réside dans le choc de sa tête appuyée de toute la force et de tout le poids de son corps. Si vous pouvez imaginer une lance ou un bélier, ou un marteau lourd d'à peu près une demi-tonne, conduit et habité par une volonté froide et calme, vous pouvez grossièrement vous figurer à quoi ressemblait Kaa dans le combat. Un python de 4 ou 5 pieds peut renverser un homme s'il le frappe en pleine poitrine. Or, Kaa, vous le savez, avait 30 pieds de long. Son premier coup fut donné au cœur même de la masse des singes qui s'acharnaient sur Balou, dirigé au but bouche close, et sans bruit. Il n'y en eut pas besoin d'un second. Les singes se dispersèrent au cri de « Kaa! C'est Kaa! Fuyez! Fuyez !» Depuis des générations, les singes avaient été tenus en respect par l'épouvante où les plongeaient les histoires de leurs aînés à propos de Kaa, le voleur nocturne, qui glisse le long des branches aussi doucement que s'étend la mousse, et enlève aisément le singe le plus vigoureux. Du vieux Kaa qui peut se rendre tellement pareil à une branche morte ou à une souche pourrie que les plus avisés s'y laissent prendre, jusqu'à ce que la branche les happe. Kaa était tout ce que craignaient les singes dans la jungle, car aucun d'eux ne savait où s'arrêtait son pouvoir, aucun d'eux ne pouvait le regarder en face, et aucun d'eux n'était jamais sorti vivant de son étreinte. Aussi fuyait-il en bégayant de terreur sur les murs et sur les toits des maisons, tandis que Balou poussait un profond soupir de soulagement. Malgré sa fourrure beaucoup plus épaisse que celle de Bagheera, il avait cruellement souffert de la lutte. Alors Kaa ouvrit la bouche pour la première fois. Un ordre prolongé siffla et les singes qui, au loin, se pressaient de venir à la défense des grottes froides, s'arrêtèrent où ils étaient, cloués par l'épouvante, tandis que pliaient et craquaient sous leur poids les branches qu'ils chargeaient. Ceux qui couvraient les murs et les maisons, vides, turent subitement leurs cris, et dans le silence qui tomba sur la cité, Mowgli entendit Bagheera secouer ses flancs humides en sortant du réservoir. Puis la clameur recommença. Les singes bondirent plus haut sur les murs, ils se cramponnèrent au cou des grandes idoles de pierre et poussèrent des cris perçants en sautillant le long des créneaux, tandis que Mowgli, qui dansait de joie dans le pavillon, collait son œil au jour du marbre et huait à la façon des hiboux entre ses dents de devant, pour se moquer et montrer son mépris. « Remonte le petit homme par la trappe, je ne peux pas faire davantage, » haleta Bagheera. « Prenons le petit homme et fuyons, il pourrait nous attaquer de nouveau. »« Ils ne bougeront plus jusqu'à ce que je le leur commande. Restez. » Kaa siffla et le silence se répandit une fois de plus sur la ville. « Je ne pouvais pas venir plus tôt, camarade, mais j'ai cru en vérité t'entendre appeler. » Cela s'adressait à Bagheera. « Je peux bien avoir crié dans la lutte, » répondit Bagheera. « Balou, es-tu blessé ?»« Je ne suis pas sûr qu'il ne m'ait pas taillé en 100 petits oursons, » dit Balou en secouant gravement ses pattes l'une après l'autre. « Oh, je suis moulu. Kaa, nous te devons, je pense, la vie. Bagheera et moi. » « Peu importe. Où est le petit homme ?»« Ici, dans une trappe. Je ne peux pas grimper, » cria Mowgli. La courbe du dôme écroulé s'arrondissait sur sa tête. « Emmenez-le, il danse comme mort le pan. Il va t'écraser nos petits, » dirent les cobras à l'intérieur. « Ah, ah, ah » fit Kaa avec un petit rire. « Elle a des amis partout, cette graine d'homme. Recule-toi, petit. Cachez-vous, peuple du poison. Je vais briser le mur. »
Kaa examinait avec soin la maçonnerie, jusqu'à ce qu'il découvrit, dans le réseau du marbre, une lézarde plus pâle dénotant un point faible. Il donna 2 ou 3 légers coups de tête pour se rendre compte de la distance, puis, élevant 6 pieds de son corps au-dessus du sol, il lança de toutes ses forces le nez en avant une demi-douzaine de coups de bélier. Le travail à jour céda, s'émietta en un nuage de poussière et de gravats, et Mowgli se jeta d'un bond par l'ouverture entre Balou et Bagheera. Un bras passait autour de chaque cou musculeux. « Es-tu blessé » demanda Balou en le serrant doucement. « Je suis las, j'ai faim, et je ne suis pas moulu à moitié. Mais... oh, ils vous ont cruellement traité, mes frères. Vous saignez. » « Il y en a d'autres, » dit Bagheera en se léchant les lèvres et en regardant les singes morts sur la terrasse et autour du réservoir. « Ce n'est rien, ce n'est rien. Si tu es sauf, ô mon orgueil entre toutes les petites grenouilles, » pleura Balou. « Nous jugerons de cela plus tard, » dit Bagheera d'un ton sec qui ne plut pas du tout à Mowgli. « Mais voici Kaa, auquel nous devons l'issue de la bataille, et toi, et la vie. Remercie-le suivant nos coutumes, Mowgli. » Mowgli se tourna et vit la tête du grand python qui oscillait à un pied au-dessus de la sienne. « Ainsi, c'est là cette graine d'homme, » dit Kaa. « Sa peau est très douce et il ne diffère pas beaucoup des bandarlogues. Et soin petit que je ne te prenne jamais pour un singe par quelque crépuscule, un jour où je vienne de changer d'habit. »« Nous sommes du même sang, toi et moi, » répondit Mowgli. « Je te dois la vie cette nuit. Ma proie sera ta proie, si jamais tu as faim, ô Kaa. » « Ou mes remerciements, petit frère, » dit Kaa, dont l'œil narquois brillait. « Et que peut tuer un si hardi chasseur? Je demande à suivre la prochaine fois qu'il se met en campagne. »« Je ne tue rien, je suis trop petit, mais je rabats les chèvres au-devant de ceux qui en ont l'emploi. Quand tu te sentiras vide, viens à moi, et tu verras si je dis vrai. J'ai quelque adresse grâce à ceci, » il montre ses mains. Et si jamais tu tombes dans un piège, je peux payer la dette que je te dois, ainsi que ma dette envers Bagheera et Balou ici présents. Bonne chasse à vous tous, mes maîtres. Bien dit, grommela Balou, car Mowgli avait joliment tourné ses remerciements. Le python laissa tomber légèrement sa tête pour une minute sur l'épaule de Mowgli. Cœur brave et langue courtoise, dit-il, te conduiront loin dans la jungle, petit. Mais maintenant, va-t'en vite avec tes amis. Va t'endormir, car la lune se couche, et il vaut mieux que tu ne vois pas ce qui va suivre. La lune s'enfonçait derrière les collines, et les rangs de singes tremblants, pressés les uns contre les autres sur les murs et les créneaux, paraissaient comme des franges grelottantes et déchiquetées. Balou descendit au réservoir pour y boire, et Bagheera commença de mettre ordre dans sa fourrure, tandis que Kaa rampait vers le centre de la terrasse, et fermait ses mâchoires d'un claquement sonore qui rivait sur lui les yeux de tous les singes. « La lune se couche, » dit-il. Y a-t-il encore assez de lumière pour voir? Des murs vint un gémissement comme celui du vent à la pointe des arbres. Nous voyons, ô Kaa. Bien. Et maintenant, voici la danse. La danse de la fin de Kaa. Restez tranquilles et regardez. Il se leva 2 ou 3 fois en un grand cercle, agitant sa tête de droite et de gauche d'un mouvement de navette. Puis il se mit à faire des boucles et des 8 avec son corps, des triangles visqueux qui se fondaient en carrés mous, en pentagones, en tertres mouvants, tout cela sans se hâter, sans jamais interrompre le sourd bourdonnement de sa chanson. La nuit se faisait de plus en plus noire. Bientôt, on ne distingua plus la lente et changeante oscillation de son corps, mais on continuait d'entendre le bruissement des écailles. Balou et Bagheera se tenaient immobiles comme des pierres, des grondements au fond de la gorge, le cou hérissé, et Mowgli regardait, tout surpris. « Bandarlok, » dit enfin la voix de Gaa, « pouvez-vous bouger mains ou pieds sans mon ordre? Parlez !»« Sans ton ordre, nous ne pouvons bouger ni pieds ni mains, Oka !»« Bien, approchez d'un pas plus près de moi. » Les rangs des singes irrésistiblement ondulèrent en avant, et Balou et Bagheera firent avec eux un pas raide. « Plus près, » siffla Kaa, et tous entrèrent en mouvement de nouveau. Mowgli posa ses mains sur Balou et sur Bagheera pour les entraîner au loin, et les 2 grosses bêtes tressaillirent, comme si on les eût tirées d'un rêve. « Laisse ta main sur mon épaule, » murmura Bagheera. « Laisse-la, ou je vais être obligé de retourner. De retourner vers Kaa. Ah. Mais ce n'est rien que le vieux Kaa, en train de faire des ronds dans la poussière. Allons-nous-en, dit Mowgli. Allons-nous-en. Et tous 3 se glissèrent à travers une brèche des murs pour gagner la jungle. Oh, dit Balou, quand il se trouva dans la calme atmosphère des arbres. Jamais plus je ne fais alliance avec Kaa. Et il se secoua du haut en bas. Il n'en sait plus que nous,
dit Bagheera en frissonnant. Un peu plus, si je n'avais suivi, je marchais dans sa gueule. Plus d'un en prendra la route avant que la lune se lève de nouveau, dit Balou. Il fera bonne chasse, à sa manière. Mais qu'est-ce que tout cela signifiait demanda Mowgli, qui ne savait rien de la puissance de fascination du python. Je n'ai rien vu de plus qu'un gros serpent en train de faire des ronds ridicules jusqu'à ce qu'il fît noir, et son nez était tout abîmé. Oh Mowgli, dit Bagheera avec irritation, son nez était abîmé à cause de toi, comme c'est à cause de toi que sont déchirées mes oreilles, mes flancs et mes pattes, ainsi que le mufle et les épaules de Balou. Ni Balou ni Bagheera ne seront en humeur de chasser avec plaisir pendant de longs jours. Ce n'est rien, dit Balou. Nous sommes rentrés en possession du petit homme. C'est vrai, mais il nous coûte cher. Il nous a coûté du temps qu'on aurait pu passer en chasses utiles, des blessures, du poil. Je suis à moitié pelé tout le long du dos. Et enfin de l'honneur. Je dis de l'honneur car, rappelle-toi Mowgli que moi, la panthère noire, j'ai dû appeler à l'aide Kaa, et que tu nous as vus, Balou et moi, demeurer stupides comme des oisillons devant la danse de la faim. Tout ceci, petit homme, vient de tes jeux avec les bandarlogues. C'est vrai, dit Mowgli avec chagrin. Je suis un vilain petit homme, et je me sens le cœur très gros. Que dit la loi de la jungle, Balou? Balou ne voulait pas t'accabler Mowgli, mais il ne pouvait prendre de licence avec la loi. Aussi mâchonna-t-il. Chagrin n'est pas punition. Mais souviens-t'en, Bagheera, il est tout petit. Je m'en souviendrai, mais il a mal fait, et les coups méritent maintenant des coups. Mowgli, as-tu quelque chose à dire? Rien, j'ai eu tort. Balou et toi vous êtes blessés. C'est juste. Bagheera lui donna une demi-douzaine de tapes, amicales pour une panthère. Elles auraient à peine réveillé un de ses propres petits, mais qui furent pour un enfant de 7 ans une correction aussi sévère qu'on en pourrait souhaiter d'éviter. Quand ce fut fini, Mowgli éternua et tâcha de se reprendre sans un mot. Maintenant, dit Bagheera, saute sur mon dos, petit frère, et retournons à la maison. Une des beautés de la loi de la jungle, c'est que la punition règle tous les comptes. C'en est fini après, de toute tracasserie. Mowgli laissa tomber sa tête sur le dos de Bagheera et s'endormit si profondément qu'il ne s'éveilla même pas lorsqu'on le déposa dans la caverne de ses frères. Chanson de route des bandarlogues. Voyez-vous passer festonnant la brune à mi-chemin de la jalouse lune? N'enviez-vous pas nos libres tribus? Que penseriez-vous de demain de plus? N'aimeriez-vous pas cette queue autour plus harmonieux que l'arc de l'amour? Vous vous fâchez? Ça n'est pas important. Frère, regarde ta queue qui pend. Sur la branche haute en rang nous rêvons, à de beaux secrets que seuls nous savons, songeant aux exploits que le monde espère, et qu'à l'instant notre génie opère, quelque chose de noble et de sage fait, de par la vertu d'un simple souhait. Quoi? Je ne sais plus? Était-ce important? Frère, regarde ta queue qui pend. Tous les différents langages ou cris d'oiseaux, de reptiles ou de fauves appris, plumes, écailles, poils, chants de plaine ou bois, jacassons les vite, et tous à la fois. Excellent, parfait. Voilà que nous sommes maintenant pareils tout à fait aux hommes. Jouons à l'homme. Est-ce bien important, frère? Regarde ta queue qui pend. Le peuple singe est étonnant. Venez, notre essaim bondissant dans les grands bois monte et descend, en fusée au sommet léger où mûrit le raisin sauvage. Par le bois mort que nous cassons et le beau bruit que nous faisons, oh, soyez sûrs que nous allons consommer un sublime ouvrage. Et c'est la fin de cette nouvelle, la fin de La chasse de Kaa. Nous allons donc nous arrêter là pour ce soir, et nous passons donc à l'outro de ce live. Et du coup, je retourne vers vous dans le chat. Je vois qu'on va bientôt arriver à 1h30 de live, donc c'est à peu près ce que j'avais prévu, donc au final je suis plutôt content du timing. Et du coup, Azrog, je te souhaite bon courage pour tous les problèmes que tu as énumérés tout à l'heure. Bon courage à toi l'ami. Et du coup, Fallen Angel qui nous rejoint, enfin qui nous a rejoint. Merci d'être passé, Fallen Angel, ça fait bizarre. Ça fait plaisir. J'ai eu un problème technique, je ne pouvais pas interagir avec le chat. Ah ok. T'étais sur téléphone portable aussi, non? Mais j'ai suivi la lecture. Ok. Oh bah c'est cool. C'est cool. J'espère que la lecture t'a plu. J'espère que la lecture vous a plu à tous. À tous, baron. Et du coup, oui, Azrog, Kaa, c'est un serpent, c'est un python. Tu suis pas bien la lecture parce que je l'ai dit plusieurs fois quand même. Et du coup, coucou Crunedor, je t'avais pas vu, pardon.
Crunedor qui nous a rejoint également. Bonsoir Crunedor, ça fait plaisir que tu sois revenu parmi nous. Si je ne dis pas de bêtises, c'était lors du dernier live que tu étais venu nous voir. Ou bien il y a de cela 2 lives, je sais plus. Enfin bon, en tout cas tu étais venu assez récemment, et du coup ça fait plaisir de voir que tu es repassé parmi nous. Merci beaucoup, et merci de ton compliment. Merci à tous de vos compliments, ça fait très très plaisir. Et du coup, Charles qui disait j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. N'hésitez pas à me dire aussi vous ce que vous avez pensé de ces nouvelles, parce que moi ça me plaît à chaque fois de partager avec vous là-dessus et de partager les avis tout simplement. Et ouais, moi j'ai grave kiffé la nouvelle de ce soir. Je pense que j'ai préféré la nouvelle de ce soir à la nouvelle de la dernière fois. Donc les frères de Mowgli c'était la dernière fois, ce soir c'était la chasse de Kaa. Je pense que j'ai préféré la chasse de Kaa. Juste pour son côté plus aventure. Après c'était normal, peut-être que la nouvelle précédente était plus calme, parce que c'était une nouvelle qui servait entre guillemets d'introduction à l'œuvre. Du coup il y avait tout le temps de mettre en place certains codes, d'expliquer un peu la loi de la jungle, d'expliquer un peu la situation avec Mowgli, etc. Donc du coup je suis content de la lecture de ce soir. Je pense que pour le moment, des 2 nouvelles qu'on a lues du livre de la jungle, c'est ma préférée. J'ai vu également qu'il y a de cela quelques minutes, Shori ou Cory87, dis-moi comment je devrais prononcer ton pseudo, nous a follow. Donc merci beaucoup à toi Shori ou Cory, ça fait très plaisir. Et bienvenue parmi les rêveurs, bienvenue sur Planétéo. Et je fais souvent des lives de lecture comme tu l'auras vu ce soir. Et du coup là on arrive à la fin de ce live, mais la suite arrivera très bientôt. Et du coup Azrog, on dirait un être magique. Ouais, il y a un peu ça, ouais. Surtout, justement, avec son côté fascination, qui est très utilisé dans le Disney, si je ne m'abuse. En tout cas, moi, c'est l'image que j'ai de Kaa, qui utilise ses yeux pour fasciner tout le monde. Et ça, je trouve ça vachement fun, la manière dont ça a été amené et utilisé. Après, c'est marrant, parce qu'il y a toujours ce petit truc de différence entre le Disney et l'œuvre originale, où l'œuvre originale est souvent plus sombre et plus noire et plus bon, peut-être pas très adulte là en l'occurrence, parce que ça reste quand même assez jeunesse je trouve, mais malgré tout il y a un truc un peu plus tranché quoi. Et là, ne serait-ce que le fait que y a des singes qui sont morts et c'est clair et net. Du coup c'est je vois Crunedor qui dit j'aime le côté punition légère que l'enfant voit comme une énorme chose. Voilà. Ça, pareil, j'aime aussi ce truc-là comment dire, c'est de mise à l'échelle, entre guillemets, entre les divers animaux qui sont là. Et puis, ouais, voir que Mowgli, entre guillemets, n'est pas à sa place. Mais du coup, ouais, c'est marrant comment est... Enfin, en fait, c'est marrant à découvrir, ce que je vous disais lors de la pause précédente. C'est marrant à découvrir comment est hiérarchisée et organisée la civilisation des animaux dans la jungle, avec les diverses jungles, les divers groupes, les codes d'échange entre eux, etc. Je trouve ça super marrant. Enfin, super marrant. Super intéressant à découvrir, quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu plus cru, quoi, que dans un dessin animé. On n'hésite pas à se dire, là, ils se battent et il y a des blessés, il y a des morts, il y a des conséquences aux actes, puisque d'après la loi de la jungle, bon après, là on pourrait partir sur un débat sur la violence, etc. On ne va pas le faire. Moi perso je suis pas très chaud. Mais en tout cas, d'après la loi de la jungle, toute bêtise mérite une correction. Et du coup, a priori, Mowgli, il a pris un peu chéros. Mais bon. Je trouve ça vachement intéressant à découvrir les us et coutumes entre guillemets de cet univers. Donc voilà. J'espère que ça fait la même chose pour vous, que vous appréciez autant cette découverte. Azrog, oui, il chasse en hypnotisant ses proies et sa force, la marbre, c'est super dur. Ouais, de ouf. C'est ça qui est hyper marrant aussi, c'est de voir sa force de persuasion qui est tellement grande qu'il arrive à juste pas à hypnotiser quelqu'un en le regardant dans les yeux. Je pense que dans le Disney, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment de cette manière que c'est représenté. C'est en mode ses yeux font des lumières cheloues, etc. Et c'est comme ça, entre guillemets, qu'il va exercer une pression mentale, psychologique sur ses cibles. Alors que là, c'est dans sa voix, en fait. Bon, sa voix participe aussi, bien sûr, dans le Disney. Mais là, c'est vrai que c'est dans la nouvelle,
c'est vraiment purement sur la voix que tout est basé. Et c'est dingue que sa voix et que sa manipulation de la langue soit tellement forte qu'il puisse, qu'il puisse avoir cet effet sur une zone aussi grande, quoi. Parce que là, c'est sur toutes les ruines, il y a tous les singes, il y a Bagheera et Mowgli, enfin voilà. C'est un truc de fou. Genre Kaa, c'est un Deus, c'est presque un être magique, comme tu disais, Azrog. Chassoad, ouais, Disney c'est en mode hypnose, mais il a aussi une voix qui hypnotise dans le Disney. Ouais, voilà, la voix de Kaa dans le Disney, si je dis pas de bêtises, c'est Roger Carrel qui le fait. Et Roger Carrel, c'est un comédien de doublage, un comédien de doublage français, mais juste trop doué et trop fort. Enfin, il a fait tellement plein de personnages et avec brio. Je trouve ça fascinant à regarder ce genre de vidéo. Et ouais, la voix de Kaa, elle est mythique, quoi. Pouh. Je vous avoue que là, il était temps que le live s'arrête, enfin du moins qu'il ne se poursuive pas trop longtemps, parce que je commence à être épuisé, mort de chaud et à avoir un petit peu mal à la gorge. Parce que l'air de rien, dans le livre de la jungle, il y a énormément de voix différentes à faire. Du coup, je suis bien content qu'on arrive vers la fin du live. La prochaine fois, nous lirons la nouvelle qui se nomme Au tigre, au tigre! Et du coup, il me semble qu'elle est un peu plus courte. Je vais regarder ça tout de suite, comme ça on saura. Ouais, voilà, elle est un peu plus courte, donc je ne sais pas si on lira deux nouvelles la prochaine fois. Je pense que c'est bien de faire une nouvelle par soirée, histoire de pas se perdre et que ce soit la régularité, quoi, la règle, entre guillemets. Ceci dit, là, la prochaine nouvelle fait 20 pages, donc ça risquerait de durer 45 minutes. Je sais pas, après c'est peut-être pas forcément dérangeant. À vous de me dire ce que vous préférez, mais on verra. Je pense qu'on fera peut-être que celle-là quand même. Toujours est-il que du coup le prochain live aura lieu. Alors nous sommes vendredi. Je mets la rediffusion en ligne dimanche. Et du coup le prochain live aura soit lieu lundi, soit mardi. Bon, vu que la nouvelle est courte, je vais essayer de me dire qu'on va partir lundi. Donc du coup, je vous donne comme prochain rendez-vous. De toute manière, je vous validerai ça sur les réseaux sociaux s'il y a besoin. Mais je vous donne comme prochain rendez-vous le lundi. Alors attendez, je prends la date exacte. Le lundi 2 juillet à 21h sur la chaîne Twitch Planétéo. Et puis voilà, mais je pense que j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire. Je suis vraiment très content de la découverte de ce recueil de nouvelles avec vous. Ça me fait super plaisir d'avoir découvert cet auteur. Et du coup, je vais arrêter de jaser et de me répéter sans arrêt. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vais vous dire merci à tous d'être passés. Merci Chassohan, merci Azrog, merci Crunedor, merci Fallen Angel. Merci du coup Cory ou Shori qui a follow, je ne sais pas. Et je pense avoir dit à peu près tout le monde. Merci Industrias aussi qui était passé. Et je pense avoir dit tout le monde cette fois-ci. Merci à vous tous, bonne soirée, bonne nuit. Et à la prochaine pour un prochain live de lecture. Bye bye.